Le point des idées, nouveau rendez-vous chaque dimanche à 14h sur LCI avec Étienne Gernel, le directeur du Point. Bonjour Étienne. Bonjour Sonia. Aujourd'hui nous recevons Nicolas Bouzou, économiste, essayiste et éditorialiste. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous publiez Homo Sanitas, Histoire et avenir de la santé chez XO Éditions. Pourquoi Homo Sanitas? On va commencer tout de suite. C'est bien parce que, contrairement à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, depuis un an, autour d'une dictature sanitaire dans laquelle nous aurions versé aujourd'hui, vous vous dites mais non, en fait, l'homme, il a toujours œuvré pour sa santé et pour celle des autres. Ça a toujours été une de ses obsessions. Vous savez, on a aujourd'hui des outils scientifiques qui nous permettent d'approfondir ce qui s'est passé il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années. Et en fait, on sait que les humains se sont toujours soignés. Au fond, à partir de la domestication du feu, on va chercher des plantes analgésiques et puis on va essayer de soigner les maux d'estomac qui sont très courants. Et puis, au fur et à mesure, on va faire des outils qui vont permettre d'opérer, parfois des opérations assez complexes, Vous parlez des y compris du crâne. Vous parlez des dents, on a trouvé les dents, il y a des traces de dents qui ont été opérées au silex. Il y a plus de 10 000 ans. Il y a plus de 10 000 ans. C'est quoi? C'est des caries en fait? Oui, exactement, c'est des caries. D'ailleurs, l'intuition était bonne. L'idée, c'était vraiment d'enlever la carie à coups de silex et d'essayer de soulager ça. Ouais, alors vous n'avez pas le dentiste, vous voilà. Alors imaginez qu'en plus, il n'y avait pas de piqûre pour vous endormir. Donc on essayait de mettre des plantes pour essayer de calmer un peu la douleur. Mais en tout cas, ce qui est très important, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui ont été spécialisés dans le soin. D'accord ? Il y a toujours eu la volonté d'utiliser les technologies. Silex, c'est une technologie pour soigner. Il y a toujours eu la volonté de chercher des médicaments. Et au fond, c'est exactement ce qu'on retrouve tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des grandes vagues d'innovation technologique, on se rend compte que la première utilisation, la principale utilisation de ces technologies, c'est la santé. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. Et vous dites la préoccupation de la santé, c'est l'essence même de l'homme. Ah oui, complètement. En fait, d'ailleurs, beaucoup d'historiens considèrent que le début de la santé, c'est à partir du moment où on commence à enterrer les morts et à mettre en place des sépultures. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée, très tôt dans la vie, de repousser la mort, si vous voulez. Et la santé, ça a toujours été ça. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que assez rapidement, par exemple, les dieux sont devenus des médecins. C'est-à-dire que quand on souffrait d'un mal, mais même sous la civilisation mésopotamienne, quand on souffrait d'un mal, on évoquait les dieux, on interrogeait les dieux et on faisait appel à eux pour soigner. Et d'ailleurs, bien après cela, mais dans toute la mythologie antique, égyptienne, qu'il s'agisse, alors d'abord égyptienne, mais grecque et puis romaine, bien sûr, vous avez des dieux qui sont des médecins. Alors Imhotep, lui, il a existé. Alors lui, c'est absolument passionnant parce qu'il était architecte et médecin, mais il a été en quelque sorte, pour commettre un anachronisme, canonisé après coup. Mais donc vous retrouvez dans le panthéon grec et dans le panthéon romain des dieux qui vont soigner. Et puis des figures antiques qui sont évidemment extrêmement connues. Hippocrate chez les Grecs, Galien chez les Romains, qui sont des véritables stars. Galien, il donne des conférences. Je veux dire, tout Rome est devant pour écouter ses conseils pour vivre plus longtemps, si vous voulez. Donc vous voyez, alors je viens commettre un autre anachronisme, pardonnez-moi, mais si vous prenez des livres qui sont des livres à très grand succès aujourd'hui sur comment vivre plus longtemps en bonne santé, etc. C'est des livres qui font des centaines de milliers de ventes parfois, mais ça, en réalité, ça a toujours existé. Vous retrouvez ça ? C'est une aspiration personnelle ou c'est quelque chose d'utilitariste? Parce que vous parlez d'Homo Sanitas, donc votre homme qui est préoccupé par la santé, et d'Homo Faber, c'est-à-dire celui qui fabrique. Et donc c'est lié au travail, en fait? Il faut être en bonne santé pour travailler, ou c'est une aspiration plus profonde? Non. Je crois que c'est beaucoup plus profond. Non, je crois que c'est une question de ce que les philosophes appellent les capacités. C'est-à-dire que la santé, pour la santé, c'est idiot, en fait. Évidemment, il ne s'agit pas... Il peut y avoir ça parfois dans la civilisation contemporaine, cette idée d'être en bonne santé parce que ce serait une performance. Ça, c'est absolument infondé philosophiquement. En revanche, l'idée d'être en bonne santé pour être Faber, justement, pour faire des choses, pour construire sa vie, oui, ça, en revanche, je crois que c'est quelque chose qui est propre à l'humain et qui est très justifié. D'ailleurs, je pense que c'est la bonne façon d'envisager les politiques de santé, c'est-à-dire permettre aux gens de construire leur vie le plus longtemps possible. Alors, de ce point de vue-là, votre livre, il est assez enthousiasmant parce qu'on comprend que c'était pas mieux avant.
Et notamment, vous racontez par le menu la santé de Louis XIV, qui était à l'époque l'homme le plus puissant du monde, pas très loin. Ouais. Et il était soigné quand même de manière un peu artisanale. Louis XIV, c'est absolument passionnant. Alors déjà, on a beaucoup de détails parce que ces carnets médicaux ont été publiés. En fait, son état de santé a commencé à se dégrader un peu comme pour tout le monde d'ailleurs à partir de 45 ans, c'est-à-dire à partir du vieillissement. Mais sauf que des choses qui peuvent sembler aujourd'hui extrêmement classiques et qui se soignent très facilement. Alors pardonnez-moi, je vais prendre un exemple qui n'est pas le plus ragoûtant qui soit, mais les hémorroïdes par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas grave, mais comme vous savez peut-être, qui peut être extrêmement douloureux. Bon, c'est très facile de soigner ça. Si vous ne le soignez pas, ça peut dégénérer. Et Louis XIV, il avait ça, il avait des problèmes aux fesses, il avait des problèmes à la bouche, il avait un trou dans le palais, si bien que quand il buvait de l'eau, ça ressortait par le nez. Il avait tout un tas de douleurs absolument épouvantables, c'est atroce, des infections, et tout ceci très jeune. Mais alors, ce qui est très intéressant dans le cas de Louis XIV, c'est qu'il souffrait a priori pas de maladie chronique, il avait du diabète, mais il n'avait pas de maladie de type cancer. Et donc, aujourd'hui, Louis XIV, vous le mettez dans un hôpital 24 heures, allez, une grosse journée, on peut pousser jusqu'à 2 jours, vous le remettez dans un état de santé qui est absolument parfait. Et en fait, les progrès de la santé, là où on voit qu'on a quand même beaucoup de chance, c'est que les progrès de la santé humaine, même si cette volonté de faire des progrès, elle existe depuis les débuts de l'humain, mais les résultats, ils arrivent au XXe siècle, en réalité. Parce qu'il y a 2 grandes échéances, il y a les vaccins, dernière partie du XIXe siècle, et les antibiotiques avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, ce que l'on voit bien, c'est qu'il ne suffit pas de trouver des vaccins ou des antibiotiques pour qu'on ait des progrès en santé. Il faut qu'une très grande partie de la population y ait accès. C'est d'ailleurs notre problème du jour, en l'occurrence. Et pour que tout le monde ait accès aux vaccins, c'est première partie du XXe siècle, pour que tout le monde ait accès aux antibiotiques, c'est les années 50 ou 60. Donc vous voyez que les vrais progrès en santé, c'est très contemporain. D'ailleurs, au passage, le gel hydroalcoolique qui nous semble extrêmement simple, le gel hydroalcoolique, c'est tout bête. C'est les années 1960. Alors votre livre, il fait du bien, parce que vous dites, étudier l'histoire de la santé, c'est un moyen de réenchanter un monde qui en a bien besoin aujourd'hui. Il est très optimiste, en fait, votre livre. En fait, moi, je me suis passionné pour les questions de santé en tant qu'économiste parce que c'est là qu'il y avait le plus d'innovation et c'est là qu'il y a énormément de progrès. Et comme l'une de mes obsessions, comme vous d'ailleurs, en réalité, c'est de reconnecter les gens avec le progrès, de montrer que le progrès est encore possible. La santé, c'est un très bon secteur pour ça. Je vous donne un exemple concret. En cancérologie, donc le cancer, c'est une maladie qui est incroyablement commune dans nos pays développés. On en meurt beaucoup parce qu'on ne meurt plus beaucoup d'autres choses en réalité. Donc c'est un progrès. L'âge médian, c'est qu'on vit plus vieux en fait. L'âge médian de survenue du cancer, c'est 65 ans. Donc il a fallu que l'espérance de vie passe les 65 ans pour que le cancer devienne une cause de mortalité importante. Mais aujourd'hui, vous avez une révolution thérapeutique dans le domaine des cancers qui est absolument extraordinaire. Vous avez des nouveaux traitements qui arrivent tous les mois, dont certains donnent des résultats pour des pathologies très graves. Des pathologies pour lesquelles, il y a 5 ans, il n'y avait pas de solution. Des mélanomes métastasiques, des cancers du poumon. Aujourd'hui, on arrive à en guérir. Malheureusement, pas tous, mais on arrive à en guérir. Et surtout, ça continue d'aller très vite. Vous voyez ? Moi, je trouve ça absolument passionnant. C'est l'immunothérapie, c'est ça ? Alors, l'immunothérapie, exactement, c'est l'idée de combattre les cancers, non pas comme on le faisait avant, en supprimant les tumeurs, ça on le fait toujours, mais en utilisant notre système immunitaire et en faisant détruire les cellules tumorales par le système immunitaire. Si ça peut peut-être vous rappeler quelque chose, d'ailleurs, la technologie des vaccins, et notamment des vaccins ARN, c'est ça. Alors, ce qui là aussi me passionne dans la période actuelle, c'est que cette crise atroce qu'on traverse depuis 1 an, qui est horrible, la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans, crise économique la plus grave depuis 80 ans, mais elle accélère aussi le progrès en santé. Vous voyez Moderna, par exemple, qui est un laboratoire pour lequel j'ai aucune action et aucun intérêt, mais aucun intérêt financier, donc qui a mis au point un vaccin ARN, ça accélère considérablement les recherches qu'il fait pour les vaccins contre le cancer, parce qu'en réalité, on utilise un peu les mêmes types de technologies. Ce que vous voulez dire, c'est que cette crise du Covid, elle nous permet d'avancer dans la lutte contre les autres maladies ? Bien sûr, parce que c'est une crise sanitaire extrêmement grave, mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des outils efficaces. Et donc, les recherches depuis 1 an ont été accélérées d'une façon absolument extraordinaire, et elles ont abouti à ce qu'on mette sur le marché des choses qui sont innovantes. Les vaccins ARN messagers, c'est quelque chose qui est très innovant. Et donc, ils vont servir à faire
plein d'autres choses que prévenir la Covid-19 ces prochaines années. Donc oui, ça accélère. Si la santé et la recherche médicale est un facteur d'accélération, en tout cas de compétition aussi entre les nations, est-ce que c'est pas tragique pour la France que nous soyons le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir développé un vaccin? Est-ce que c'est un signe du déclin? Est-ce que c'est un signe de la France qui tombe, comme dirait Nicolas Bavrez? Je le crois absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'on sous-estime ce que le fiasco français en matière de production de vaccins innovants, mais aussi en termes d'administration des vaccins des autres, parce qu'on échoue en réalité sur les deux. Je pense qu'on sous-estime complètement ce que ça veut dire. Parce qu'au fond, le problème n'est pas que Sanofi n'ait pas trouvé un vaccin ou que l'Institut Pasteur n'ait pas trouvé un vaccin innovant. Le taux d'échec des médicaments innovants, c'est à peu près 999 sur 1000. C'est-à-dire que sur 1000 essais, vous en avez un, in fine, qui va fonctionner. Donc, mais le fait qu'en France, avec toutes nos startups, tous nos labos, l'argent qu'on met dans le public et le privé, qu'on n'ait pas été capable de faire un vaccin là tout de suite, oui, ça bien évidemment, ça signe un échec extrêmement grave. Nantaise, franco-autrichienne. Encore pire. Mais ce sont les Britanniques qui les ont achetés. Oui, c'est encore pire, parce que justement, on a perdu ce sens, enfin on a perdu, en tout cas en partie, ce sens de l'innovation et cette capacité à investir là où l'argent peut être vraiment rentable, mais pas rentable uniquement du point de vue financier, mais rentable pour la société dans son ensemble. Mais je vous ferai remarquer que les achats de vaccins, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la Commission européenne, elle a radiné pour des achats de vaccins, ce qui est truc, mais je ne m'en remets pas. Elle a radiné pour des achats de vaccins, alors que du point de vue économique, social et sociétal, c'était le meilleur investissement qu'on puisse faire. Les vaccins les plus chers aujourd'hui, c'est 30 € la dose. Moi, j'ai fait le calcul avec mon équipe. 400 ou 500 € la dose, il faudrait encore y aller. Ce serait encore rationnel, ce serait encore bon. Donc vous voyez que là, on a perdu quelque chose et voilà, c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire cette pédagogie. Mais qu'est-ce que ça révèle alors, cette affaire, selon vous? On est largué? Oui, ça révèle le fait qu'on a perdu cette idée qui était l'idée de la fin du 19e siècle en France et l'idée de la belle époque, selon laquelle la technologie peut être un outil qui va nous aider à nous sortir des crises les plus graves. Et d'ailleurs, vous le voyez bien en France, est-ce que vous utilisez des tests salivaires? Est-ce que vous utilisez des autotests? Est-ce que vous, qui êtes jeune, mais est-ce que vous avez eu accès au vaccin? Non. Donc en réalité, toutes les technologies qui existent, vous n'y avez pas encore eu accès parce qu'on ne nous a pas donné l'autorisation, parce qu'on pense que c'est compliqué, que c'est dangereux, etc. Alors que c'est rien de tout cela. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une perte de foi dans le progrès et dans l'avenir qui est vraiment en train de nous pénaliser. Je crois que c'est assez européen en réalité, parce que au fond, en Allemagne, on est dans quelque chose qui n'est pas très différent. À l'inverse, regardez comme Israël ou les États-Unis ont pris en main. Mais la question du vaccin, Donald Trump n'est pas du tout mon type de personnalité politique. Jamais je n'aurais voté pour lui. Mais le seul truc qu'il l'a bien fait, mais il l'a bien fait pendant la crise sanitaire, ça a été de dire dès le début, on va mettre de l'argent et des moyens pour trouver soit un médicament, soit un vaccin. Et dès qu'on aura un tout début de piste, on va mettre beaucoup d'argent parce que la solution, elle est là. C'est ce qu'il a fait très américain. C'est très américain, c'est cette confiance dans la technologie, cette soif de technologie. Alors qu'en France, on est peut-être un peu technophobe, un peu... Ouais, mais on l'a pas toujours été. C'est ça ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 100 ans, au moment de la belle époque, donc au tournant du 19e et du 20e siècle, justement, d'ailleurs au moment où on a industrialisé les vaccins, la France, c'était le pays vers lequel tous les pays du monde se tournaient pour essayer de voir ce qui se faisait de mieux en matière d'innovation. Donc c'est faux de dire que c'est quelque chose, si vous voulez, qui est inscrit dans nos gènes. Déjà, ça n'existe pas, il n'y a pas de gène culturel, mais en plus, c'est faux. Donc je pense véritablement qu'on peut retrouver ça, mais il faut montrer, c'est pour ça que ces histoires de santé me passionnent, il faut montrer aux Français ce que le progrès peut leur apporter, mais de façon très concrète. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit désincarné. Et dans ce sens-là, est-ce que du coup, on peut imaginer que cette crise puisse nous servir dans le pays à essayer de basculer vers une culture différente, davantage de foi dans le progrès? Regardez, ça bouge un petit peu. Regardez l'adhésion au vaccin. On était le pays le plus vaccinophobe de tous les pays de l'OCDE. Bon, le taux d'acceptation des vaccins pour la Covid-19, il est encore bas, mais il est quand même passé en quelques mois de 40% à 60%. On a gagné 20 points, donc on voit que c'est intéressant. Et au début, vous aviez, à la fin de l'année 2020, vous aviez beaucoup de gens qui disaient mais les vaccins, on n'est pas sûr, il faut faire attention. Et puis aujourd'hui, quand même, vous voyez bien, même autour de vous, les gens, ils en veulent et ils se plaignent de la rareté au fond. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer.
Et il faut bien expliquer que, vous voyez, des maladies... La Covid-19, on va en sortir. C'est pas des maladies, c'est pas des maladies chroniques. Pour l'essentiel, la Covid-19 est pas chronique. Elle peut l'être, mais elle l'est pas pour l'essentiel. Mais prenez le cas du cancer ou des maladies neurodégénératives. On est en train de faire des progrès donc contre le cancer absolument exceptionnels. Le coup d'après, c'est les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer. C'est la nouvelle frontière, c'est le cerveau. C'est le début. On commence à comprendre le cerveau. Quand on sera sorti du cancer, dans 15 ans, on va avoir un boom des maladies neurodégénératives parce qu'Alzheimer, ça n'arrive pas à 65 ans, ça arrive plutôt à 80, 85 ans. Donc quand tout le monde va passer les 85 ans, on va avoir un boom d'Alzheimer. Et là, il faudra avoir des outils. Et on va les avoir, je suis très confiant, parce que notamment les techniques d'observation, d'imagerie et de simulation, elles nous permettent aujourd'hui de commencer à comprendre comment fonctionne le cerveau. Ça a des conséquences pour les maladies neurodégénératives, mais aussi, pour un mal qui frappe le pays à juste titre en ce moment, par exemple, et pas que la France, les dépressions. On commence aussi à comprendre beaucoup mieux comment ça fonctionne, et la psychiatrie, on va faire des progrès aussi fantastiques dans ce domaine. Alors, vous parliez de culture tout à l'heure, de culture française, culture américaine. Il y a un sujet qui s'est croisé avec celui de la pandémie, celui de la mondialisation. Parce qu'au début de la pandémie, beaucoup de gens ont dit c'est la faute à la mondialisation, au capitalisme, tout ça, c'est pas bien, il faut revenir, notamment quelques écolos un peu souverainistes, un peu rétrécistes, comme je dis parfois. Et vous dites non, les pandémies, elles ont été mondiales avant la mondialisation. Alors, mais là, ce que vous venez de dire, c'est tout. Ce que vous venez de critiquer, c'est faux de bout en bout. Les épidémies, c'est pas vous, je sais, parce que vous êtes d'accord avec moi, en fait. Les épidémies, elles ont bien évidemment toujours existé. Je veux dire, Thucydide raconte ça il y a très longtemps, elles ont toujours été mondiales. Alors, en revanche, évidemment, on ne se déplaçait pas en avion, donc c'est sûr qu'elles se développaient beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. Les épidémies de peste, il fallait des décennies et pas des mois. Donc ça a changé. Mais les épidémies, ça a toujours existé et elles se sont toujours étendues géographiquement. Mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est que la conjonction du capitalisme et de la mondialisation, ça permet de régler ces problèmes d'épidémie. Parce que, pardonnez-moi, mais les vaccins qui vont nous sortir de la crise, si on est capable de faire de la logistique et de l'administration à peu près correctement, ce sont en fait les résultats de la coopération entre des grandes entreprises et des start-up financées par de l'argent public et par de l'argent privé. Et bien souvent, vous avez des gens de nationalités extrêmement différentes qui travaillent là-dedans. Donc vous êtes en plein dans la mondialisation et dans le capitalisme. Et c'est ça ce qui va nous permettre de résoudre notre problème. Si je voulais être taquin, c'est un slogan, mais je dirais virus communiste, solution capitalisme. Enfin bon, c'est résumé, je le dis pour le plaisir de la discussion. Et on a tort aussi de faire de cette affaire des histoires nationales, de dire voilà, l'échec français qui est vécu un peu comme une honte nationale. Maintenant, on parle de variants britanniques, sud-africains, brésiliens. Finalement, c'est pas des histoires nationales. Complètement. Je pense que vraiment la solution doit être mondiale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même si c'est impopulaire, mais on a tout à fait raison de donner des doses de vaccins aux pays qui n'ont pas les moyens d'en acheter, parce que tant qu'on aura des foyers épidémiques localisés dans le monde, on ne sera pas tranquille avec cette affaire-là. Et je crois aussi que nous allons avoir un sujet de réflexion très important, qui est celui de la vigueur et du fonctionnement des institutions multilatérales. L'OMS a failli sur beaucoup de sujets trop lentes, trop bureaucratiques, mais on a absolument besoin de ce type d'institutions. Donc il ne faut pas les bazarder, au contraire, il faut se dire mais pourquoi ça ne fonctionne pas suffisamment bien et comment on fait pour que ça fonctionne mieux. Mais alors, on ne parle que de médecine aujourd'hui sur les plateaux de télévision un peu partout. Les médecins sont... Vous nous parliez tout à l'heure des dieux guérisseurs, et notamment de Goula, déesse mésopotamienne. J'ai retenu son nom. Mais aujourd'hui, on a le conseil scientifique de Macron. Est-ce que de Goula à Delfrécy, on n'est pas revenu aux dieux médecins? Est-ce qu'on n'est pas... Alors, on n'est pas forcément dans une dictature sanitaire, mais en tout cas dans une forme de déification et de relations religieuses à la médecine? Je ne crois pas du tout. On traverse la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans. Je suis ni surpris, ni étonné, ni choqué que le président de la République s'entoure d'un conseil scientifique. Après, on peut toujours dire, ça c'est un peu le jeu médiatique, on peut toujours dire, ils parlent trop, ils parlent pas assez, ils se sont trompés, etc. Bon, mais enfin, tout ceci est quand même absolument normal. Mais vous savez, j'ai beaucoup entendu ça ces dernières
dernières semaines. Il y a une épidémie, non pas de Covid-19, mais une épidémie de peur. Ce virus est en train de rendre tout le monde fou. On est dans une époque qui est excessivement hygiéniste. Alors voilà. C'est faux, hein, tout ça. L'hygiénisme. Est-ce qu'on n'est pas dans une époque hygiéniste ? Non. Ah, c'était pire il y a 100 ans, c'était pire au 19e siècle. Au 19e siècle, pire ou mieux d'ailleurs, au 19e siècle, quand on a commencé à comprendre la théorie des microbes, c'est-à-dire comment est-ce que les virus et comment est-ce que les bactéries se transmettaient, on a refait l'urbanisme des villes, on a refait les villes. En France, Marseille, Lyon, Paris, ce sont des produits en grande partie, des progrès qu'on a fait en médecine. Donc si vous voulez, et on a eu bien évidemment raison de le faire. Donc le 19e siècle était une époque encore plus hygiéniste. Et d'ailleurs, les questions de santé, elles étaient traitées, il n'y avait pas encore de ministère de la Santé, elles étaient traitées par le ministère de l'Intérieur. D'accord. Mais sur le fond, est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux gens aujourd'hui de s'occuper de leur santé malgré eux ? Est-ce qu'on peut dire aux gens, par exemple, une question très très bête et très concrète, est-ce qu'on peut empêcher les gens de fumer, de dire on interdit parce que c'est mauvais pour la santé, parce que c'est payé par la Sécu ? Est-ce que quand on se préoccupe de la santé à ce point-là, on n'arrive pas à devenir très intrusif dans la vie des gens? Est-ce que c'est pas ça l'hygiénisme? Oui, vous posez une question qui est fondamentale. En fait, cet hygiénisme serait excessif, ou peut-être excessif d'ailleurs, si on dit aux gens ne fumez pas ou ne buvez pas parce que c'est pas bien, parce que c'est mauvais pour votre santé. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que ça n'est pas pertinent. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on essaie de demander aux gens de pas beaucoup fumer dans un pays comme la France ou de pas boire trop d'alcool? Parce qu'on a un État-providence, on a une sécurité sociale. Tout ceci, ce sont des financements qui sont mutualisés. Et il se trouve que les gens qui fument génèrent des dépenses de santé beaucoup plus importantes que les gens qui fument pas. Et donc, on essaie de dire aux gens qui fument, fumez moins, et donc on augmente les prix de la cigarette, etc. Donc, ceci, je vois que ça vous désole, mais non, ça m'intéresse. Ceci me semble pour le coup très justifié. Alors, vous avez parlé de financement, on va quand même en parler. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous êtes économiste, Nicolas Bouzou. Tout ça va coûter très cher. Oui. Construire une industrie de la santé, investir dans l'innovation, lutter contre cette pandémie, construire la médecine de demain. Où est-ce qu'on va trouver l'argent alors qu'on vit une crise économique dont le pire est sans doute devant nous? En fait, ça ne coûte pas si cher que ça. Parce que dans le domaine de la santé, dans 99% des cas, quand vous dépensez ça, la société, elle récupère ça. Je vais aller vraiment jusqu'au bout de votre question. Vous avez aujourd'hui des traitements qui sont des traitements qui coûtent plusieurs millions d'euros par personne. Ce sont des traitements génétiques qui visent à combattre des maladies extrêmement rares, des maladies, ce qu'on appelle des maladies orphelines. Donc ça coûte très cher. Mais vous savez, un jeune, ça touche beaucoup les jeunes, qui reçoit ce type de traitement, il va être soigné, souvent il va être guéri, et toute sa vie, il va participer à la vie de la société, puis il va travailler, puis il va consommer, puis il va investir, il va épargner. Et donc, c'est au-delà des aspects moraux qui sont très importants, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui est très positif. Investir dans la santé, c'est toujours investir dans la vie. Quasiment toujours. Et même ce que l'on appelle souvent à tort, la dernière chimiothérapie, une personne qui est très âgée, et on n'est pas sûr que ça marche, et on lui propose quand même un médicament coûteux. Souvent, ça ne marche pas, mais parfois, ça marche. Et quand ça marche, c'est très important pour le corps médical de le savoir. C'est de la recherche et développement. Vous savez que je suis rigoureux en matière de finances publiques, je rigole pas avec ça. Mais la santé, il faut y aller. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Et portez-vous bien. Homo Sanitas, histoire de la santé, c'est le titre de ce dernier ouvrage passionnant qu'on vous recommande, qui vient de sortir chez XO Éditions. Merci d'être venu nous en parler sur LCI. Tout de suite, la deuxième partie du Point des idées. On va jouer le sujet complet, puisque après le coup de tonnerre de la condamnation de Nicolas Sarkozy, on va parler de justice et de magistrature dans un instant. À tout de suite.